On va continuer. Les liens avec toutes nos affaires de territorialisation et surtout de soucis renforcés de la personne. C'est pas seulement quelque chose qu'on affirme en permanence, il faut mettre la personne au centre, enfin, il va y avoir des rapports près. Pierre Laroque, il avait évoqué des choses similaires. C'est qu'aujourd'hui, on peut le faire. On peut davantage le faire, et c'est une aspiration extrêmement loin. Le numérique peut y aider, mais au contraire, il peut être problématique. C'est une bonne introduction pour passer la parole à Pierre Mazet, qui est un des spécialistes, entre autres choses, du non-recours. Merci. Donc je parlerai finalement assez peu ici. Désolé de décevoir des attentes s'il y en avait. Les chiffres sur l'impact en termes de non-recours, de la dématérialisation de la sécurité sociale, on ne les a pas, on ne les connaît pas. Pour autant que je sache. Oui. Repartir sur la question numérique qui, pour le coup, de mon point de vue qui vient du terrain, beaucoup quand même, sur des questions d'accès au droit, est étonnamment présente, mais seulement en filigrane sur cette journée. Alors que quand on est sur le terrain, enfin, ce dont on parle le plus, c'est de dématérialisation en matière de protection sociale. Alors surtout de sécurité sociale, puisque déjà un périmètre un peu plus court. Et il y avait effectivement ce côté SMS. Mais pas que, mais oui, effectivement, quand on parle du terrain, et en matière notamment d'inégalité territoriale, de nécessité d'envisager les choses à niveau territorial, ce qui est massif, enfin très très massif, et là on n'est pas dans le détail, c'est vraiment la question de la fracture numérique, qui est mal nommée, j'en dirai deux mots très rapidement, et puis l'impact de la dématérialisation des services, voire maintenant de la formation des agents au sein des services publics, de manière générale, et des qualités de sécurité notamment, pour accompagner éventuellement les personnes vers le numérique. Sachant qu'il y a une demande très forte, enfin, comme ça n'a pas été évoqué, je sonde un peu les regards, mais d'autonomisation des usagers, qui est maintenant, enfin ça c'est pas nouveau l'autonomisation, mais elle passe maintenant par une autonomisation administrative et numérique, puisque si on n'a pas d'autonomie numérique, on ne peut plus accéder à ces droits, et de manière générale, on ne peut pas accéder à grand-chose en matière de services publics. C'est l'intégralité de la relation administrative qui est en voie d'être dématérialisée pour le coup, sur un mode majoritairement tout numérique, c'est-à-dire un petit peu exclusif des autres canaux, même s'il y a beaucoup de discours sur la nécessité de maintenir du multicanal dans les relations aux usagers. Le mouvement principal, au moins du côté des services de l'État, et sur un certain nombre de démarches, qui est d'ailleurs monitoré par l'État, c'est un tout dématérialisé, avec parfois la possibilité d'avoir un numéro de téléphone, mais pas toujours. Du coup, le titre était un peu mériterait en tant que tel déjà 10 minutes pour comprendre un petit peu ce qu'il veut dire, parce que de fait, il y a du tout numérique, et de fait, il faut s'appuyer sur le numérique, parce que les outils numériques sont partout, aussi bien dans les interfaces avec les usagers que du côté des personnes qui accompagnent. Comme il y avait 10 minutes et que Julien a été dictatorial sur le nombre de slides, du coup, j'ai l'inverse d'un collègue de ce matin, il n'y a pas de texte, il y a 3 images. Il paraît que c'est plus efficace pour arriver à aborder son propos à tester. Ça fait bien pour le coup, pour ceux, je pense que vous reconnaissez, avec un réalisateur anglais évoqué ce matin pour son dernier film, ça c'était le précédent, je crois. Moi, Daniel Blake, pour le coup, avec qui a une bonne entrée en matière sur ces questions d'accompagnement et de questions de fracture. C'est le moment où il va faire sa déclaration de Pôle emploi pour transcrire. Et où on lui indique, pour le coup, après qu'il ait eu un petit entretien un peu face-face avec la dame qui est à côté, on lui dit bah, maintenant, pour aller vous inscrire, vous allez vous mettre au poste informatique là. Et puis donc il se pose devant et puis il regarde en l'air un peu comme dans les accueils CAF souvent quand on ne sait pas faire et qu'on est autour des pieuvres. Ou les CEPAM, mais je connais mieux les CAF. Désolé par avance, je connais bien mieux l'institution CAF que CEPAM. Et du coup on attend et donc il regarde, il ne comprend pas grand chose et puis il attend et puis l'agent finit par venir lui filer un coup de main. Et elle lui dit prenez ça, là, la souris. Alors la souris regarde en l'air, on lui dit c'est ça la souris. Elle dit mais oui, mais déplacez-la à l'écran, et du coup il va plaquer la souris sur l'écran. Je l'ai vu moi ça beaucoup dans les ateliers complètement numériques, donc c'est pas simplement en Angleterre. Et pour le coup, là, du coup c'est effectivement un peu drôle et puis pas tant que ça, parce que finalement il n'arrive pas à s'inscrire. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Le fait que ça soit rendu obligatoire, c'est pour ça que c'est étonnant que ça ne soit pas présent là, c'est que la dématérialisation en tant que telle n'est pas nécessairement problématique, elle permet à beaucoup de personnes usagères d'aller beaucoup plus vite, d'avoir un côté très positif de la dématérialisation des services administratifs. Pour d'autres beaucoup moins, et le fait est qu'il n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'il y a une connectivité qui est obligatoire aujourd'hui.
On parlait de la connectivité ce matin. Pour le coup, si vous n'avez pas de connexion et pas de capacité de vous connecter, la connectivité était 100% dématérialisée dès le départ, donc elle impliquait implicitement, et c'est une question juridique intéressante, il y a une condition implicite de maîtrise numérique qui n'est pas inscrite dans le droit et qui est effective en fait pour accéder au droit. J'ai lancé ça avec mes collègues juristes, mais je n'ai pas eu de réponse parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est une espèce de conditionnalité complètement implicite qui n'est pas vraiment opposable, et j'aimerais bien qu'un jour un usager aille au tribunal administratif ou au TAS pour dire le droit, enfin en l'occurrence le RSA, n'est pas dans les conditions d'éligibilité du RSA, n'est pas marqué que je dois pouvoir me connecter à Internet. Bon, comment ça marche ça? Bon, j'ai pas le temps d'accompagner juridiquement les gens, mais je trouve que ça serait intéressant pour le coup de juridiser la chose. La première chose, c'est donc que ce monsieur ne sait pas faire. Alors, des Daniel Blake en France, selon les estimations, on est entre 11 et 17%. Dernière enquête INSEE, on a très peu de données là-dessus, ce qui est aussi quelque chose d'assez caractéristique, qui est une dématérialisation très rapide, très accélérée, très peu anticipée en France. Et de manière assez symptomatique, c'est assez récent qu'on produise des chiffres un petit peu fins sur les usages numériques des Français. Il y a le baromètre du CREDOC et il y a l'INSEE qui, dans le cadre de l'Eurostat, ont fait un petit peu, mais du coup, on n'a pas des choses très fines. Donc, les gens qui ne se connectent pas à Internet, que ce soit parce qu'ils n'ont pas d'équipement ou alors parce qu'ils ne savent pas faire avec Internet, c'est entre 11 et 17. L'INSEE, dans sa dernière enquête, parle d'électronisme, qui est un néologisme qui commence à un petit peu diffuser, à institutionnaliser, et qui recouvre du coup 15% de personnes qui ne se sont pas connectées dans les 12 mois passés, et 2% de personnes qui n'ont pas de connexion, donc c'est-à-dire qui n'ont pas la connexion matérielle, et 2% de personnes qui ont des outils de connexion mais qui ne se connectent pas. Vous avez là les deux niveaux de la fracture numérique, le fait de la fracture matérielle, où il y a un enjeu territorial fort puisqu'il y a encore des zones blanches en France, on n'a pas d'équipement, on n'a pas de connexion, on n'a pas de wifi, etc. Et le deuxième degré de fracture, qui est la fracture des usages, c'est le fait qu'on a des usages différenciés. Pour aller très vite à la question, il y a des tas de gens qui sont tout à fait capables de faire des choses avec leur smartphone, qui n'ont pas de problème d'autonomie numérique, mais qui sont paumés quand ils doivent faire une demande de prime d'activité, parce qu'il faut une autonomie administrative qu'ils n'ont pas. Donc il y a un moment où, quand on bascule sur les usages, en l'occurrence, on peut ne pas savoir faire avec les interfaces numériques, parce qu'on est sur du numérique administratif complexe, alors qu'on sait faire sur des réseaux sociaux, chercher un resto, ou publier des photos sur ses vacances l'année dernière. C'est une dimension importante parce que du coup on passe de 16 ou 17% à 28% de gens qui ont la connexion mais qui ne savent pas faire avec des services administratifs, à 36-37% de gens qui ont une angoisse et l'idée de faire des démarches en ligne. On passe donc de 5-7 millions à 28, ça fait 14 millions, et quand on est à 36%, on est plutôt aux alentours de 20 millions de personnes. D'où ma surprise que ce ne soit pas quelque chose qui soit plus présent. On est sur un Français sur 3 qui exprime avoir une inquiétude à l'égard de faire des démarches en ligne, sachant qu'il y a un mouvement de généralisation prévu pour 2022, que l'intégralité des démarches administratives puisse être faite en ligne. Déjà 2 minutes, décidément. Autre chose intéressante, c'est que l'agent, juste après, elle est rappelée alors par sa responsable qui lui dit « vous n'avez pas à faire ça ». Du coup, on bascule sur la question d'accompagnement. Non seulement les personnes sont effectivement, ne savent pas forcément faire, mais les personnes qui accompagnent n'ont pas forcément pour mission de les accompagner à une autonomisation numérique. Alors je suis désolé, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un exemple, je reviendrai sur les questions d'accompagnement rapidement derrière. Il y a des tas de référentiels qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, en l'occurrence pour avoir des démarches administratives en ligne qui soient ergonomiques, faciles à comprendre, des référentiels de Colepia qui sont édités par l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en place par l'État. On parlait d'indépendants ce matin, et moi, pour le coup, j'en suis un. C'est Chorus Pro, c'est l'interface qui est rendue aujourd'hui, qui va être obligatoire à partir de janvier 2020, pour déposer des factures, quand on a en l'occurrence des facturations vont être intégralement dématérialisées. On n'enverra plus sa facture de prestation ou autre. Il faudra passer par Chorus Pro, qui, comme très souvent, ne marche pas du tout, en l'occurrence. Enfin, très souvent, c'est très contradictoire. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, je ne sais pas si vous arrivez à le dire, c'est que, comme je n'arrivais pas à le faire, et j'ai un petit peu de maîtrise numérique, j'essayais de contourner le système pour avoir une réponse toute simple à quelque chose de complètement aberrant, comme je disais. Et du coup, cette semaine, nos opérateurs vous répondent, il fallait être mis en relation avec un agent, nos opérateurs vous répondent par échange de messages instantanés, live chat, sur les horaires suivants, lundi, mardi, machin. Quand j'ai vu les horaires, j'ai pensé que c'était une plateforme téléphonique. Il a fallu que j'aille lire pour comprendre qu'en fait c'était de la chatbox, c'est-à-dire qu'on est en message instantané sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a non seulement, c'est ce que j'appelle une double exclusion, c'est-à-dire qu'en l'occurrence on est effectivement exclu si on ne sait pas faire pour aller déposer sa facture,
Mais l'interface proposée propose un accompagnement qui est en ligne lui-même. C'est pour ça que j'avais mis ce côté accompagnement physique chaud, parce que c'est une demande qui est très forte. Là, on a aussi des tas d'enquêtes pour le dire. Si vous demandez à des gens sur le territoire, on n'en rentre pas trop, mais qu'est-ce que vous préférez entre du téléphone, des trucs en ligne et puis de l'humain? Dans le temps, ils disent j'aime bien faire ma déclaration facile à 1h du matin sans voir la tête de quelqu'un qui m'accueille dans une administration. Par contre, quand j'ai quelque chose de complexe, il faut l'humain. Mais cet humain, ça n'est plus du téléphone, du coup ça tend à devenir de la chatbox, c'est-à-dire on a. Alors je ne savais plus, c'est du physique encore, puisqu'il y a un humain de l'autre côté. Il y a beaucoup de messages automatiques qui sont faits par l'intelligence artificielle, bon je vais en parler. Et c'est pour ça que j'ai mis chaud, parce que pour le coup la demande d'accompagnement, elle est vraiment pour tous, d'avoir un accompagnement physique, humain, proche. C'est-à-dire que le téléphone devient proche maintenant, parce que l'accueil physique en face à face, c'est même de plus en plus. Du coup, et c'est la conclusion. Et c'est la conclusion. Trois slides sans non, parce qu'il y a quand même un effet de. Je vais le montrer. Une question, ça fera une transition pour mon collègue. Une des choses qui est rarement précisée quand on parle d'accompagnement de manière générale dans l'action sociale et autres, pour le coup, c'est accompagner à quoi? C'est-à-dire que, comme très souvent, on parle d'autonomisation numérique, on dépasse là-dedans, on parle de fracture, etc. On dépasse là-dedans. D'un côté, on lutte contre l'exclusion numérique, pour le coup, ça serait plutôt à gauche, c'est-à-dire sur le fait que les gens sont exclus par les processus de dématérialisation de l'accès à leurs droits. C'est pas eux qui sont exclus à cause de leur capacité ou leur incapacité. C'est la dématérialisation qui les rend incapables d'accéder à leurs droits. Donc là, ils sont exclus. Et là, c'est un petit peu ancien, mais j'ai mon âge. Là, on est sur quelque chose qui est dehors de la favorisation de l'inclusion numérique, qui réellement met en capacité et donne des pouvoirs d'émancipation, qui est le maître mot de ceux qui pensent que le numérique peut donner du pouvoir d'agir aux gens. Parfait, ça mérite ces applaudissements. Avant que Julien Orlandini rebondisse sur cet accompagnement chaud, dont il s'agit tout de même de donner le contenu et l'organisation, enfin, chaud et froid, quelques petites remarques et questions. Alors, tu remarques qu'à l'EN3S, on aime bien Ken Loach, pas pour une raison, mais bon, cette dernière. Peut-être son dernier film, mais on l'a pas tous vu, certains l'ont vu. Le précédent, donc il y a la Palme d'Or à Cannes, que tu as bien décortiqué ici, est une illustration outre-Manche de ce qui se passe réellement et que tu observes dans certains cas. Ça, c'est une remarque. Une question. La fracture numérique a deux dimensions, mais elle peut en avoir trois. Deux dimensions, c'est l'absence d'équipement, la non-maîtrise des usages. Il y a aussi la localisation pour essayer de lier nos affaires de territoire en zone blanche, c'est bien plus compliqué. Il y a des remarques là-dessus. Troisième chose, 17% d'électronisme selon l'INSEE, donc je répète, c'est un petit INSEE premier qui vient de sortir. Dans les faits, vous avez 15% de gens qui ne sont pas connectés dans l'année à Internet et 2% qui ne savent pas faire, qui n'ont même pas d'équipement, totalement incompétents. Donc ça, c'est un nouveau risque. Au XXe siècle, ça ne se posait pas la question du numérique. Aujourd'hui, ça se pose, une question que chacun peut y répondre. Qu'est-ce que peut faire la protection sociale face à ce nouveau risque? Et puis, quatrième question, mais c'est celle que tu as évoquée pour les juristes. Est-ce que dans une certaine mesure, cette dématérialisation à outrance pourrait, et sur quel fondement, être attaquée? Sachant que, par exemple, récemment, mais je n'ai pas le détail de l'esprit, l'obligation de bancarisation, qui est de fait, a été contestée. Je ne sais plus, c'est pas du côté sécu, je crois. Je ne sais pas si c'est pas des banques. Enfin, bon, c'est pas une question. Donc voilà, trois questions sur les questions territoriales et sur le rôle de la sécu, et peut-être les juristes sur l'opposabilité de tout dématérialiser. Question territoriale, du coup, c'est quand même c'est un peu dans la première fracture parce que c'est très souvent lié au fait qu'il n'y a pas, c'est justement des zones blanches. Donc c'est la fracture. Quand on parle du premier niveau, c'est le fait qu'on a l'accès matériel ou pas, qu'on ait la machine, la connexion et le fait qu'il y ait des fils qui sont là. Ce qui a un enjeu territorial très fort, et c'est pour ça que ces questions-là de toute façon s'inscrivent dans une dimension territoriale super forte. Alors, à cause de ça, parce que du coup, quand on peut être tout à fait autonome numériquement, mais si on n'a pas de réseau, on est obligé de se déplacer à des endroits où il y a du réseau. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des Wi-Fi publics pour que des gens qui sont autonomes puissent avoir un accès quand même ils savent faire. Première chose. La deuxième dimension territoriale, mais sans plus que Julien va en parler, c'est que la réponse à ça, et ça répondra à la question de protection sociale, elle est de toute façon territoriale. C'est-à-dire que si on continue, Major William Majoubi, qui était le précédent secrétaire d'État au numérique, avait une formule assez bonne, il disait on a numérisé la complexité.
L'accompagnement, de fait, on continue de le produire en silo. C'est-à-dire qu'il y a une silodisation qui est toujours la même des sites administratifs, il y a une évolution, les droits sociaux.fr sont en train de bouger très vite là-dessus, donc il y a aussi quelque chose qui bouge dans un sens positif, c'est sûr, mais la réponse la plupart du temps, pour aller très très vite, les caisses de sécurité sociale ont dématérialisé très fort, ça avait un impact sur les nécessités d'accompagnement, et la délégation s'est faite généralement aux services sociaux du territoire, voire aux associations, qui n'ont pas trop apprécié. Et maintenant, tout le monde se refile un petit peu la patate chaude pour savoir jusqu'où on accompagne ces gens. La grande question du travail social, c'est jusqu'où je vais dans l'accompagnement aux démarches administratives en ligne des usagers.